Je vais commencer par une brève introduction sur la sénescence en général. Donc, c'est en fait un processus de vieillissement de la cellule qui peut survenir de façon physiologique parce que les cellules se sont beaucoup divisées au cours de la vie, ce qui provoque un raccourcissement progressif des télomères avec une entrée de la cellule en sénescence quand les télomères deviennent trop courts. Et donc, à côté de ce phénomène de sénescence réplicative, la sénescence peut également survenir de façon prématurée et être liée alors à toute une série de stress cellulaires qui vont provoquer une altération de l'ADN de la cellule et son entrée en sénescence, sans forcément alors être associée à un raccourcissement des télomères. Et donc c'est plutôt ce phénomène-là de sénescence prématurée qu'on observe dans la cirrhose biliaire pédiatrique et dont je vous parlerai plus loin. Donc dans les deux cas, la cellule sénescente présente un phénotype particulier qui permet de la mettre en évidence, avec une morphologie qui est élargie et aplatie, un arrêt du cycle cellulaire lié à une surexpression de P16 et P21, ce qui est combiné à une surexpression de facteurs anti-apoptotiques, aussi à des modifications métaboliques principalement mitochondriales, à la production d'un sécrétome particulier qu'on appelle le SASP, donc le Senescence Associated Secretory Phenotype, qui va jouer un rôle délétère dans le remodelage tissulaire et qui va aussi renforcer la sénescence dans le tissu par des mécanismes autocrines et paracrines. Alors on observe en plus dans les cellules sénescentes un raccourcissement ou une dysfonction des télomères, on l'a évoqué plus tôt, mais on a également une accumulation plus largement de dommages au niveau de l'ADN qui est reflétée par le recrutement de protéines qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN comme gamma-H2AX dont je vous parlerai plus loin. Et enfin, on a dans les cellules sénescentes une activité majorée de l'enzyme bêta-galactosidase dans les lysosomes en raison d'un turnover protéique accru qui va provoquer en fait une augmentation assez globale de l'activité des lysosomes. Et donc au final, la cellule sénescente, c'est une cellule qui ne peut plus se diviser mais qui ne peut pas non plus entrer en apoptose. Et donc, en aigu, c'est un phénomène qui peut être bénéfique parce qu'il est, entre autres, antitumoral. Mais quand les cellules sénescentes s'accumulent de façon chronique, elles peuvent provoquer une dysfonction cellulaire et un remodelage délétère du tissu environnant. Et donc, ce qui est important aussi à savoir ici, c'est qu'il n'y a aucun marqueur de sénescence que j'ai décrit qui n'est 100% spécifique. Et donc, pour pouvoir parler de sénescence, il faut en fait mettre ce phénomène en évidence par diverses techniques et marqueurs qui vont converger dans la même direction. Alors on sait aujourd'hui que ce phénomène de sénescence prématurée survient dans de nombreuses maladies hépatobiliaires de l'adulte et que ce processus est corrélé à une évolution défavorable de ces maladies avec une aggravation de la fibrose, de la fonction hépatique et un pronostic global qui est moins bon en cas de sénescence avancée. Et en ce qui concerne par contre le volet pédiatrique, il y a quelques études qui avaient suggéré que ce phénomène de sénescence prématurée pourrait aussi survenir dans l'atrésie des voies biliaires, mais comme souvent dans les études pédiatriques, c'était des études qui avaient été réalisées sur des séries très limitées, donc 1 ou 2 patients, ou avec une seule technique. Or, on a vu que pour parler de sénescence, il faut obligatoirement caractériser ce phénomène de différentes façons. Et donc, toujours est-il que même si la sénescence prématurée a été moins étudiée chez l'enfant que chez l'adulte, il y avait déjà un certain degré d'évidence qui suggérait que ce phénomène pourrait être présent aussi dans l'atrésie des voies biliaires, et c'est ça qui nous a poussé à s'y intéresser. Alors, à côté de ça, suite à la mise en évidence de sénescence prématurée dans les maladies hépatobiliaires de l'adulte, il y a de nombreuses études précliniques qui ont essayé de diminuer la sénescence dans le foie, principalement chez la souris, et malheureusement avec des techniques qui pour la plupart ne sont pas applicables chez l'homme. Mais toujours est-il que toutes ces études ont démontré que la diminution de la sénescence dans le foie, peu importe la méthode utilisée, permet d'améliorer le remodelage tissulaire et ou d'améliorer la fonction et la régénération hépatique. Et donc on comprend bien ici que la sénescence prématurée ne progresse pas simplement avec la maladie, mais qu'elle a réellement un rôle propre dans l'aggravation de l'évolution et du pronostic, ce qui évidemment suggère un intérêt pour le développement de thérapies anti-sénescence dans les maladies hépatobiliaires chroniques. Alors, les différentes études précliniques réalisées ont permis de comprendre un peu mieux les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'aggravation du pronostic
à cause de la sénescence. Et c'est ce que j'ai tenté de résumer au mieux ici dans cette figure. Et donc on pense aujourd'hui que, je vais voir si j'arrive à trouver le pointeur, voilà, que le dommage biliaire initial, quel qu'il soit, va provoquer d'une part une activation des cholangiocytes avec une initiation de la réaction ductulaire, mais va provoquer aussi directement une sénescence prématurée des cholangiocytes, probablement secondaire, entre autres, à une majoration du stress oxydatif. Et donc, les cholangiocytes sénescents qui sont en rouge ici, via leur SASP, vont non seulement aggraver l'inflammation et la fibrose qui sont liées à la pathologie initiale, mais vont aussi provoquer une transmission de la sénescence dans les cholangiocytes voisins, ainsi que dans les hépatocytes alentours, ce qui va aboutir au final à une dysfonction hépatique. Et donc, à la lumière des informations que je viens de vous présenter, on a souhaité tout d'abord investiguer plus en profondeur la présence de sénescence prématurée dans l'atrésie des voies biliaires, pour d'une part en confirmer la présence par une approche plus complète, et d'autre part pour essayer de mieux comprendre la dynamique du développement de ce phénomène et les mécanismes en jeu. Alors pour ce faire, on a collecté 30 fragments de foie de patients atteints d'atrésie des voies biliaires au moment de la greffe, donc le groupe Biliary Atresia Late, qu'on a comparé à 5 biopsies de foie obtenues au moment de la chirurgie de Kasai, donc plus ou moins au moment du diagnostic. C'est le groupe Biliary Atresia Early, et qu'on a comparé également à 5 foie contrôle. Et donc on a tout d'abord mis au point un protocole de détection de l'activité bêta-galactosidase liée à la sénescence sur des foies cryopréservés, qui nous a permis de mettre en évidence les cellules sénescentes qu'on voit en bleu ici sur ces images, avec de la sénescence qui est déjà présente au moment du diagnostic et qui va progresser au moment de la greffe avec un marquage qui est encore plus important. Et on obtient les mêmes résultats quand on s'intéresse à l'expression protéique et génique de P16, avec ici même une progression significative de l'expression génique de P16 entre le moment du diagnostic et le moment de la greffe. Et alors on peut déjà observer sur ces images, surtout au moment de la greffe, que la sénescence a l'air d'être localisée au niveau des cholangiocytes qui sont marqués par les têtes de flèches, et au niveau des hépatocytes en périphérie du nodule qui sont marqués par les flèches. Et c'est vrai ici pour les deux techniques utilisées. Alors pour mettre en évidence les cellules sénescentes d'une façon différente, c'est-à-dire cette fois sous l'angle des dommages à l'ADN, on a mis au point un protocole d'immunofluorescence multiple qui permet de marquer sur la même coupe, donc gamma H2AX ici en orange pour les cellules sénescentes, CK19 en jaune pour les cellules biliaires et HNF4-alpha en vert pour les hépatocytes. Et quand on regarde le pourcentage de cellules sénescentes, on voit que la sénescence prédomine bien au niveau des cholangiocytes, donc le graphe ici en jaune, même si elle est présente aussi au niveau des hépatocytes avec une progression significative du pourcentage de cellules sénescentes, enfin une différence significative entre les contrôles et les foies atrésie des voies biliaires au moment de la greffe. Et on voit aussi de façon assez intéressante que dans les cholangiocytes, la sénescence progresse de façon statistiquement significative entre le moment du diagnostic et la greffe. Enfin, on a investigué dans nos foies malades par rapport au contrôle toujours l'expression génique de marqueurs du SASP, classiquement décrits, que sont l'IL6, l'IL8 et TGF-bêta1, et qui sont 3 molécules qui sont largement impliquées dans la transmission autocrine et paracrine de la sénescence. Et donc on voit dans notre cohorte qu'il y a bien une augmentation de ces marqueurs, particulièrement dans les stades avancés de la maladie. Et donc à ce stade, toutes nos observations en fait concordent avec l'hypothèse évoquée par les modèles précliniques d'une transmission paracrine de la sénescence à partir des cholangiocytes initialement lésés vers les cholangiocytes et les hépatocytes alentours, avec du coup un effet potentiellement délétère en soi de la sénescence sur l'évolution de la maladie. Alors pour valider nos résultats et aller encore un cran plus loin, on a décidé de réaliser une analyse digitale de transcriptomique spatiale dans des foies atrésie des voies biliaires. Et donc c'est une technique qui permet d'étudier le transcriptome complet au sein de différentes régions d'intérêt qu'on sélectionne à partir de marqueurs morphologiques pour qu'elles correspondent à un type cellulaire précis. Et donc on ne parle pas ici de single cell, mais quand même de l'analyse d'une zone cellulaire restreinte qu'on a pu présélectionner pour viser un type cellulaire précis. Et on a pu comme ça sélectionner des régions de cholangiocytes
ou d'hépatocytes sur des foies humains, atrésie des voies biliaires à un stade précoce, à un stade tardif, et les comparer de nouveau à des contrôles. Alors, pour analyser les résultats qu'on a obtenus sur nos échantillons, on a décidé de les comparer avec des listes de gènes qui avaient déjà été rapportées dans la littérature comme étant associés à la sénescence et qu'on a représentés dans ce tableau, dans lequel chaque ligne représente une ligne publiée. Par exemple, ici, la première ligne, c'est un ensemble de 353 gènes qui sont surexprimés dans des cellules HBG2 sénescentes. Et puis sur la deuxième ligne ici, c'est un ensemble de 40 gènes, donc plus restreint, qui sont exprimés aussi bien dans des HBG2 sénescentes que dans des foies humains malades. Et donc, quand on a comparé ces listes de gènes publiées avec les données qu'on a obtenues dans nos cellules biliaires, on voit que donc il y a 2 de ces ensembles de gènes qui sont bien modifiés dans les cholangiocytes malades de nos patients par rapport au contrôle, et que ce soit à un stade précoce ou tardif de la maladie, ce qui confirme qu'il y a bien de la sénescence dans les cholangiocytes des foies atrésie des voies biliaires, et ce dès le diagnostic. Et alors, par ailleurs, tous les ensembles de gènes étudiés sont apparus significativement modifiés dans les cholangiocytes de nos patients malades à un stade tardif comparé au diagnostic, ce qui confirme qu'il y a vraiment une progression de la sénescence avec la maladie. Et alors, par contre, quand on a regardé ces listes de gènes et qu'on les a comparées aux données qu'on a obtenues dans nos hépatocytes malades, on n'a pas vu de différence significative, ce qui souligne que s'il y a de la sénescence dans les hépatocytes, elle est en tout cas moins marquée que dans les cholangiocytes. Et alors enfin, pour clôturer cette partie sur l'atrésie des voies biliaires, on s'est intéressé à des listes publiées de gènes identifiés comme faisant partie du sécrétome de cellules sénescentes. Et quand on les regarde un par un, parce que chaque ligne ici représente un gène différent, il y a certains de ces gènes qui sont surexprimés aussi bien dans les cholangiocytes que dans les hépatocytes. C'est le cas par exemple de TGF-bêta1 et de IGF-BP7. Mais par contre, quand on compare nos données à la liste complète de gènes associés au SASP, alors on voit que cet ensemble de gènes est significativement modifié uniquement dans certains sous-groupes, donc dans les cholangiocytes à un stade avancé par rapport au diagnostic et dans les cholangiocytes malades par rapport aux hépatocytes malades. Et donc en conclusion, pour cette partie sur l'atrésie des voies biliaires, on peut dire que la sénescence et le sécrétome associé à la sénescence prédominent dans les cholangiocytes, et bien que ces phénomènes soient déjà marqués au moment du diagnostic, ils continuent à progresser jusqu'à la greffe, ce qui confirme l'utilité potentielle de développer des thérapies anti-sénescence qui pourraient être administrées en clinique dès le diagnostic d'atrésie des voies biliaires pour limiter la progression de ce phénomène après la chirurgie de Kasai. Et donc dans ce contexte, l'étape suivante du projet, ça a été de développer un modèle préclinique de cirrhose biliaire dans lequel on pourrait tester des thérapies anti-sénescence qui auraient un potentiel d'application en clinique. Et donc je ne vais pas m'étendre longuement sur cette partie pour essayer de rester dans les temps, mais brièvement, on a choisi pour ça le modèle de ligature-résection de la voie biliaire principale chez des jeunes rats de 2 mois, c'est-à-dire qu'on va aller couper leur cholédoque pour provoquer un blocage complet du flux biliaire, ce qui mène à une évolution rapide et constante vers la cirrhose biliaire. Et donc on a pu dans un premier temps confirmer le développement progressif de sénescence dans ce modèle après la chirurgie via plusieurs marqueurs et techniques. De nouveau ici on voit la bêta-gal, l'expression génique et protéique de P21, l'expression génique de P16. Et plus intéressant, on a observé dans ce modèle aussi que la sénescence survient en premier au niveau des cholangiocytes, dont le pourcentage de cellules sénescentes est maximal après 48 heures, tandis que la sénescence apparaît plus lentement et plus progressivement dans les hépatocytes dans notre modèle. Et c'est ce qu'on avait observé aussi dans l'atrésie des voies biliaires. Une fois qu'on a pu valider notre modèle, on a dû choisir quelle thérapie anti-sénescence tester. Et pour ça, on s'est vraiment concentré sur des traitements qui sont déjà testés dans des essais cliniques, qui concernent d'autres pathologies, parce qu'on voulait qu'ils aient vraiment un potentiel d'application assez rapide chez l'humain. Et donc, une des options qu'on a choisies, c'est l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses, parce qu'il y avait différents sous-types de MSC qui avaient déjà démontré dans la littérature avoir des propriétés anti-sénescence dans certains modèles précliniques, probablement via une action anti-inflammatoire et antioxydative globale de ces MSC qui pourrait contrecarrer l'effet du SASP. Et donc, on a voulu tester nos propres cellules progénitrices, qu'on appelle les HALPC, donc les Human Allogenic Liver Derived Progenitor Cells. Mais puisque l'effet des MSC n'avait jamais été étudié dans la sénescence du foie, on a quand même voulu comparer nos cellules
à l'association à la thérapie antisénescence la mieux documentée à ce jour, c'est-à-dire l'association de dasatinib et de quercétin. Et donc le dasatinib et le quercétin, c'est deux agents anti-apoptotiques qui agissent en synergie pour favoriser la mort des cellules sénescentes et qui ont obtenu des résultats plutôt probants dans des études précliniques, ce qui explique qu'elles sont déjà testées actuellement chez l'homme dans de nombreux essais cliniques concernant des maladies principalement liées à l'âge. Et donc, en pratique, on a injecté le thérapeutique 48 heures après la chirurgie dans nos rats bile duct ligation et on les a sacrifiés 3 jours après l'injection du thérapeutique, c'est-à-dire 5 jours après la chirurgie. Et donc, sur cette diapositive, je vous présente uniquement les résultats qu'on a eus avec l'injection de nos cellules par rapport au véhicule. Et donc, on voit que nos cellules semblent avoir une action bénéfique sur le marqueur de sénescence précoce qu'est P21, sans pour autant que ce soit confirmé avec des marqueurs de sénescence plus établis comme P16 et l'activité bêta-gal. Nos cellules semblent aussi avoir un effet plutôt bénéfique sur le phénotype biliaire, puisqu'on a une diminution des gamma-GT sériques dans le groupe des rats qui a reçu les cellules, et une diminution aussi de l'expression génique de SOX9 qui pourrait refléter peut-être une réaction ductulaire un peu moindre dans le groupe de rats qui a reçu les cellules. Et on voit aussi que la perte hépatocytaire qui suit la chirurgie est un peu moins importante chez les rats qui ont reçu les cellules. Par contre, on n'observait pas dans cette expérimentation court terme d'effet des cellules sur la fibrose histologique. Alors de façon tout à fait surprenante, puisqu'on avait quand même eu des résultats qui étaient assez encourageants avec nos cellules, l'association du dasatinib et du quercétin n'a montré absolument aucun effet, ni sur la sénescence, ni sur le phénotype biliaire des rats traités, et a même semblé peut-être aggraver un peu la maladie avec une perte de masse hépatocytaire qui semble plus importante chez les rats qui ont reçu le dasatinib et le quercétin par rapport à ceux qui ont reçu le véhicule. Et donc, puisqu'on avait obtenu des résultats assez encourageants avec nos cellules et des résultats assez surprenants avec les sénolytiques étudiés, on a voulu faire une expérimentation un peu plus long cours, donc avec 3 administrations de thérapeutiques à J2, J6 et J10 après la chirurgie, et on a sacrifié les rats 2 semaines après la chirurgie. Et alors on voit ici que ce soit avec les cellules ou avec le dasatinib et le quercétin, on n'a eu absolument aucun effet, que ce soit au niveau de la sénescence, ni au niveau du phénotype biliaire, avec même peut-être de nouveau une certaine aggravation de la maladie chez les rats qui ont reçu le dasatinib et le quercétin, qui présentaient un niveau de fibrose un petit peu plus élevé que le groupe de rats qui avait reçu les cellules. Et donc en conclusion, pour cette partie in vivo, on peut dire que nos cellules semblent améliorer la sénescence précoce et l'atteinte hépatobiliaire dans notre modèle clinique, mais les résultats sont à nuancer largement pour plusieurs raisons qui sont assez évidentes. D'abord, on n'a pas réussi à valider l'effet de nos cellules sur la sénescence établie ni sur la fibrose hépatique dans l'expérimentation un peu plus long cours. Ça pourrait être lié au fait que les cellules n'ont pas vraiment d'effet ou au fait que le modèle préclinique utilisé est trop sévère pour obtenir un quelconque effet bénéfique à 2 semaines. Et par ailleurs, de façon plus générale, il faut quand même mentionner que les thérapies antisénescence dont on dispose à ce stade, qui pourraient être appliquées à l'humain, n'ont pas de réelle spécificité ni pour les cellules sénescentes, ni pour un type cellulaire en particulier, ce qui a 2 conséquences. Donc d'une part, on sait que tous les types cellulaires sénescents ne sont pas forcément délétères. Par exemple, dans le foie, les cellules stellaires sénescentes ont déjà montré avoir des effets bénéfiques. Et donc on pourrait expliquer d'éventuels effets secondaires négatifs de thérapies comme le dasatinib et le quercétin par le fait qu'elles ne visent pas un type cellulaire particulier. Et alors d'autre part, le problème justement de ce manque de spécificité, c'est que si on observe un effet bénéfique, c'est difficile de l'attribuer à un effet antisénescence. Par exemple, quand on teste les MSC, on sait qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, est-ce que l'effet bénéfique est lié à un effet anti-inflammatoire des MSC ou à un effet antisénescence? C'est difficile à démontrer. Et donc, en bref, nos résultats sont encourageants, mais ils soulignent aussi l'importance de développer des sénothérapies plus spécifiques avec des mécanismes d'action et des types cellulaires cibles clairement identifiés, et aussi la nécessité de développer des modèles précliniques qui seraient peut-être plus adaptés à l'étude de la sénescence dans la cirrhose biliaire que le modèle que nous avons utilisé. Et alors en parallèle à tout ça, pour clôturer cette présentation, on a également souhaité s'intéresser à la sénescence dans les foies de patients atteints du syndrome d'Alagille, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et en fait on était assez curieux parce qu'on sait que la voie Notch est altérée chez ces patients. Or, la voie Notch a montré aussi ces dernières années qu'elle joue un rôle majeur
dans l'induction et la propagation de la sénescence, particulièrement via Notch1. Et donc on sait par exemple que l'interaction entre JAK1 et Notch1 induit une transmission paracrine de la sénescence et que Notch1 contrôle aussi la transition entre un SASP qui est riche en TGF-bêta et un SASP qui est pro-inflammatoire pendant la progression de la sénescence. Donc on se demandait vraiment si on allait observer de la sénescence prématurée ou pas dans ces foies de patients atteints du syndrome d'Alagille. Et pour étudier ça, on a collecté 5 foies de patients atteints du syndrome d'Alagille au moment de la transplantation hépatique et qu'on a comparé à nos 5 mêmes contrôles. Et donc, c'était tous des patients qui présentaient une mutation de JAK1 qui expliquait leur phénotype. Et on a bien observé dans nos foies de patients atteints du syndrome d'Alagille une sénescence assez avancée, que ce soit en termes d'activité de la bêta-galactosidase, d'expression protéique et génique de P16 ou d'expression protéique de gamma-H2AX. Et donc, on voit aussi dans ces images que dans les foies de patients atteints du syndrome d'Alagille, la sénescence semble présente dans tout le parenchyme hépatique, contrairement à l'atrésie des voies biliaires qui montrait une certaine zonation. Et donc, nos données ont été réalisées uniquement sur 5 patients et c'est un design qui est complètement descriptif. Donc, ça ne permet pas de tirer de conclusions robustes, mais nos résultats montrent quand même que c'est possible d'obtenir un état de sénescence avancé malgré une voie Notch qui est mutée. Et donc, ça souligne que les mécanismes impliqués dans l'induction et la progression de la sénescence sont probablement plus complexes qu'il n'y paraît et qu'ils impliquent certainement différentes voies cellulaires. Donc en conclusion, ce travail a permis d'améliorer la compréhension d'un mécanisme pathologique en jeu dans la cirrhose biliaire pédiatrique qui était assez méconnu auparavant, donc à savoir la sénescence prématurée, et d'évoquer de ce fait pour la première fois un rôle potentiel des sénothérapies dans ces maladies. Malgré tout, on l'a vu, il y a des limitations importantes. Donc avant d'envisager réellement de mettre ces nouvelles thérapies en pratique, il faudra absolument pouvoir réussir à identifier plus précisément les types cellulaires sénescents à viser et surtout de développer dans cette optique des molécules plus spécifiques et mieux ciblées. Et à mon sens, c'est uniquement en réussissant à développer ces volets-là qu'on pourrait espérer réellement un jour améliorer le pronostic de ces patients via une action anti-sénescence. Voilà, je vous remercie pour votre attention.